Un essai sur l'amour par l'auteur de La main gauche de David Lynch et de La victoire des 100 rois, révolution gnostique, lu précédemment aux presses universitaires de France. Un voyage littéraire, cinématographique, musical, le vôtre, pas comme tellement bonjour. Bonjour Olivia. Ce voyage, c'est une tentative. De quoi voulez-vous nous guérir ? Je ne sais pas si je veux vous guérir, vraiment. Peut-être si, dans le sens où, comme disait Cavana à la petite Virginie, il y a quelque chose de plus beau que la santé, c'est la santé une fois la maladie advenue. C'est de retrouver la santé. Donc recouvrir la santé, oui, d'accord. Guérir, mais dans le sens où d'abord il faut tomber malade. Il faut tomber malade d'amour, sinon la vie n'a pas de sens, n'a pas d'intérêt, n'a pas de saveur. Alors c'est quand même le livre d'un convalescent. Pas sûr que donc vous ayez vraiment envie, vous, d'en guérir de cette maladie d'amour, ni même de la raisonner. Est-ce que vous cherchez quand même à la désacraliser ? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par sacré. Disons que je cherche à la faire sortir de cette malédiction qui a été jetée dès Adam et Ève par le mauvais démiurge. Et vous nous racontez qu'Adam et Ève ont été piégés. En fait, on les a poussés à la faute. Absolument, oui. C'est-à-dire qu'on considère que l'homme et la femme sont pour toujours porteurs du péché originel de Adam et Ève, mais en réalité, Adam et Ève n'ont pas péché. Ils ont été piégés par Dieu et son complice, le diable. Ils seront quand même heureux de le savoir, toutes ces années après. Donc c'est c'est un peu tard, mais des fois, les révélations viennent vraiment très très tardivement. Mais tout arrive à point nommé. Une genèse alternative, voilà ce à quoi vous essayez en vous appuyant sur les gnostiques dont vous êtes déjà venu nous parler autour de cette grande table, ces concurrents du christianisme. Alors comment ils ont fait, eux, les gnostiques, pour relire ce péché originel ? Quel renversement opère cette pensée-là ? Alors, ce qu'ils ont fait, déjà en premier lieu, c'est qu'ils ont proposé une lecture différente des événements de la Genèse. Dans les textes qu'on a retrouvés à Nag Hammadi en 1945, qui sont ces textes écrits entre le 1er et le 3e siècle, donc par, on va dire, christianisme alternatif, les gnostiques, ceux qu'on appelait les gnostiques, ceux que les chrétiens ont appelés les gnostiques. Et ce qu'ils ont proposé, c'est de relire les événements de la Genèse d'une autre façon. Dans leur vision, puisque dans la vision, ce qui sépare les gnostiques des chrétiens, c'est qu'il y a deux dieux chez les gnostiques. Il n'y a pas un dieu et puis simplement le diable, mais il y a déjà deux dieux, une véritable divinité, qui elle est impuissante sur cette terre, et un dieu seigneur, démiurge, extrêmement mauvais, extrêmement bête, extrêmement obsédé par son autorité, par le fait qu'on l'aime et qu'on n'aime que lui. Et lui est allié à, on va dire, des puissances mauvaises, qui renforcent toujours son pouvoir, tout en prétendant à l'homme l'aider à s'en émanciper. Dans leur vision, la première émanation humaine ne vient pas du Dieu Seigneur. Il vient de la véritable divinité, et plus exactement de la Sophia, de la forme féminine qu'a pris la divinité, la Sophia. Et la Sophia fait un premier être humain qui est un androgyne, qu'elle appelle Ève de la vie. Face à cette création, le démiurge, entouré de ses archontes, c'est-à-dire de ses anges, ses voyous, veut pas rester en reste. Il répond et il fait un être humain, Adam. Mais comme il a très peur qu'Adam prévale sur lui, Dieu veut toujours être le chef, il le fait idiot. Il le met dans une fosse qu'il appelle le jardin d'Éden, mais c'est juste un endroit pourri, mais à l'extrême, et il le laisse jaisir. Face à ça, la Sophia, effrayée, transforme Ève d'androgyne à femme, l'envoie sur terre pour apporter à Adam la connaissance. Mais au moment où Ève arrive sur terre, les archontes l'interceptent, comme des espèces de douaniers voyous, des gangsters, la violent. Oh, c'est très violent les textes gnostiques, c'est pas moi qui les ai écrits, donc je suis désolé, pardon, c'est horrible. Et à côté de ça, ils disent à Adam, alors pendant que tu dormais, on a sorti une femme de ta côte, etc. Fais gaffe, elle va te raconter que des conneries, il faut pas l'écouter. Et donc, le texte qui est un texte sans titre, qui a été retrouvé dans les jarres de Nag Hammadi, qu'on peut appeler les origines du monde. Enfin, disons que, pour simplifier, on l'appelle les origines du monde, parce que c'est une genèse. C'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça, en fait, que le malentendu est né. C'est-à-dire que, dès le départ, ils ont été condamnés par le chef, de peur que leur amour soit un instrument de connaissance et un instrument d'émancipation.
Et depuis, les amants primitifs, pas comme Thielman, nous vivons tous dans un labyrinthe de douleurs qu'on va essayer aussi de comprendre avec vous. Pour ce faire, d'Adam et Ève jusqu'aux séries contemporaines, vous êtes passé par la fiction, parce que l'amour est une fiction et la fiction un miroir. Extrait de votre Sycamore qui paraît au PUF. Ce sont les premières lignes et c'est presque un constat. Tous les garçons sont tristes. Toutes les filles sont déprimées. Tous les garçons sont tristes parce qu'ils sont écœurés d'avance des sacrifices qu'ils vont devoir faire pour survivre dans ces labyrinthes de l'humiliation que sont nos sociétés modernes. Toutes les filles sont déprimées parce qu'elles savent depuis toujours qu'elles devront brader leurs idéaux et prostituer leurs rêves. Ce monde est une broyeuse de rêves et la jeunesse est sa pièce de choix. Elle est sa liqueur et son caviar. La jeunesse est le luxe du monde. Sycamore ou l'amour malade. Retour en son. D'abord, signé Milena Helig. Tu m'as dit je t'aime, je t'ai dit attends, j'allais dire prends-moi, tu m'as dit va-t'en. Aimer, c'est hurler, s'enflammer, comme Juliette ou Guenièvre ou Héloïse. Jusqu'à présent, vous pouviez imaginer que le coup de foudre était avant tout un échange de sentiments. Eh bien, pas du tout. I don't want to hear any more about Obi-Wan. Anakin, you're breaking my heart. You're going down a path I can't follow. L'amour ressemble furieusement à la drogue. On est accro. Donc, quand on est amoureux, il y a deux mécanismes. La dépendance et l'obsession. Voyez quel fléau s'abat sur votre haine. Et comment, par l'amour, le ciel aura tué vos joies. Nous sommes tous punis. Have your disease in me now. Quand A tombe amoureux de B, il se crée des liens entre A et B qui deviennent amoureux, puis C arrive, C peut prendre la place de B, et alors que va devenir A, esselé, etc. C'est des histoires d'amour entre molécules, c'est de la chimie, tout est chimie. Je t'en prie, reste. Ashley, je vous aime, je l'aime. Adieu, Bella. Voyons, n'avez-vous pas torturé suffisamment de cœur aujourd'hui? Le mien vous suffisait jadis pour faire vos griffes. Oh, ne vous moquez pas. Suis-je certaine de l'avoir, Ashley? Je vous aime, je vous aime. Il ne faut pas dire ces choses-là. Assis sur un baiser, je meurs. Sur du Kate Bush et du Led Zeppelin, pas comme Thielman, des extraits de Julie Jean, de Star Wars, de Blue Velvet, de Twilight, d'Autant en emporte le vent, du cœur et la raison, et de Roméo et Juliette, bien sûr. Shakespeare, c'est aussi un peu le grand ordonnateur de ce désordre amoureux. Vous dites que pour recréer les conditions de l'amour, il va inventer le sycamour, mais c'est aussi lui qui va faire du sycomore le lieu de naissance d'un amour qui ne peut se résoudre que par le passage de la mort. Il a tout inventé, Shakespeare. De notre monde actuel, quasiment. Hein. Enfin, disons que chaque grande période de l'histoire est presque forgée à la fois négativement par, on va dire, les instances du démiurge de ce temps, et aussi dans le cœur. Il y a des artistes inspirés, des poètes, qui viennent souffler, on va dire, les issues possibles du labyrinthe terrible. Et Shakespeare, oui, le grand poète des messages, je suis vraiment pas le premier à le dire, des 4-5 derniers siècles. Et en tout cas, dans la modalité amoureuse, je crois que déjà ce qui distingue Shakespeare de tout ce qui a précédé, c'est que l'égalité est la base même de la relation amoureuse. Ça la rend pas plus simple, hein. C'est des histoires terribles. Mais de toute façon, il y a une invention qui est patente, énorme, gigantesque, qui est l'héroïne shakespearienne. Et l'héroïne shakespearienne, comment dire...
on se rend compte, si on lit les pièces de Shakespeare à la suite, c'est vraiment un exercice que je recommande, c'est de pas prendre trop de temps entre plusieurs pièces. On se rend compte des répétitions, comme en anglais, désolé, je fais un peu de franglish, des patterns, mais il y a des répétitions, il y a des types, des personnages. On a l'impression véritablement que c'est les mêmes personnes qui reviennent de pièce en pièce. Et en particulier, il y a un personnage féminin qui, alors là, est vraiment marqué, puisqu'il y a 2 pièces qui sont écrites quasiment à la même époque, Peine d'amour perdu et Roméo et Juliette, où il y a un même nom qui intervient, qui est le nom de la Roselyne. Dark Lady aussi. Et on commence juste par lequel, pardon, je voudrais juste savoir, vous, quand vous dites les lire rapidement, dans l'ordre. Bon, après, il y a ceux qui aiment et ceux qui détestent les pièces historiques, qui sont les premières, à part Titus Andronicus. Mais sinon, si on rentre dans les tragédies ou on rentre dans les comédies, on commence par... c'est pas mal de commencer avec Peine d'amour perdu et Roméo et Juliette, déjà, qui sont parmi les premières, 5e ou 6e, quelque chose comme ça. Et dans lequel, en tout cas... on se rend compte vraiment très très rapidement des échos et des résonances. Et c'est pas tant sur le personnage de Juliette que sur le personnage de la première amoureuse de Roméo, qui est très mystérieuse, qui est Roselyne. Et Roselyne, ce qui est intéressant, c'est quand on compare la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, avec les versions précédentes, puisqu'il y a eu plusieurs Roméo et Juliette par des novellistes italiens et même par un poète français qui ont inspiré la pièce de Shakespeare. La première amoureuse de Roméo n'a pas de prénom. Et le prénom de Roselyne, c'est l'invention de Shakespeare. Et leur relation est l'invention de Shakespeare. C'est-à-dire qu'elle ne ressemble pas du tout aux relations que Roméo a dans les autres versions. Et c'est le même type de personnage qu'on retrouve dans Peine d'amour perdu, sous le même nom, Roselyne, et qui fait étrangement écho à cette figure qui a obsédé les siècles de shakespearologues, qui est celle de la Dark Lady des sonnets. Cette femme qui apparaît à partir du sonnet 127 jusqu'au sonnet 152, et que Shakespeare décrit avec exactement les mêmes mots qu'il décrit la Roselyne de Peine d'amour perdu, c'est-à-dire c'est la femme sombre. C'est-à-dire les camarades du héros, Byron, de Peine d'amour perdu, disent c'est une Éthiopienne, donc on peut penser qu'elle a la peau très très mate. On dit aussi que ses cheveux sont d'un noir extrêmement fort, mais c'est aussi une femme qui a une personnalité très très forte et qui crée, on va dire, les conditions d'une passion amoureuse démentielle. D'un coup, l'amour intervient, mais de façon frappante, vraiment extraordinaire. Et en même temps, cet amour-là se transforme en autre chose assez vite et assez terriblement. Et c'est comme si, en relisant les pièces de Shakespeare, depuis Roméo et Juliette et Peine d'amour perdu jusqu'à Antoine et Cléopâtre, et même au-delà, dans les dernières pièces jusqu'au Conte d'hiver, on pouvait retrouver presque les étapes de cette relation, ou en tout cas les étapes de la réflexion sur cette relation. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours le même tandem amoureux, ou le même duo, qui peut passer d'allié à adversaire très facilement, qu'on retrouve dans Beaucoup de bruit pour rien, dans Comme il vous plaira, mais aussi dans les tragédies, et jusqu'à Antoine et Cléopâtre, où là ça devient vraiment frappant. Et en même temps, c'est à chaque fois le même type de femme qui est représentée, le même type d'homme, on pourrait dire vraiment, avec très peu de variations, et surtout le même problème relationnel de départ, qui est comment est-ce que cet amour, qui semble être un amour si grand, cet amour si puissant, se transforme toujours peu ou prou en guerre et en haine. Et pourquoi est-ce que, alors que tout est, on va dire, au départ, tout est là pour que ça fonctionne pas. Et qui se termine souvent sur la mort. Et ça se termine souvent sur la mort. Donc Shakespeare a une vision très pessimiste de l'amour. On peut dire que certaines pièces ont une tonalité extrêmement pessimiste, oui. Et tragique, bien sûr. Mais aussi, il y a on va dire, les éléments qui permettent peut-être, pas cette fois-ci, mais pas concrètement dans cette vie, pas dans cette vie en tout cas de Shakespeare et de la Dark Lady, ou cette vie des personnages de ces pièces, mais... il y a un début de chemin. Mais il y a un début de chemin. Tragédie amoureuse, oui. Il nous indique aussi une voie à suivre. On a les pistes de la libération possible. On a l'impression que quand les suivants, ça vous a amené à Jacques Rivette, et notamment à L'amour par terre, peut-être le plus shakespearien des films de Rivette, et le plus sicamourien, écrivez-vous, Paco Moctillman. Ici, le dialogue entre 2 actrices, Émilie et Charlotte, interprétées respectivement par Jane Birkin et Géraldine Chaplin. Barbara, c'est moi. Oui, je sais qu'elle est toi. Non, mais je veux dire, c'est vraiment moi. Si Clément a inventé Barbara, c'est parce qu'il avait besoin d'elle. Tu sais, il rêvait d'elle. Il rêvait d'une femme qu'il puisse partager ses espoirs, mais aussi qu'il comprendrait ses silences.
qui lui rendrait sa passion. Passion. Oui, la passion de Clément. Celle qu'il cache, dont il a peur, mais envie aussi. Oh là là. Ne pas aimer et avoir perdu l'espoir de ne l'être jamais. Je sais ce que ça veut dire. Birkin et Chaplin, Géraldine, il faut parfois oser la rime, je sais pas pourquoi je me suis un peu retenue, pardon. Ne pas aimer et avoir perdu l'espoir de ne l'être jamais, je sais ce que ça veut dire, pas comme Thielman. Vous racontez que 1984 a été comme un tournant de la rigueur dans la vie politique française, mais ça l'a été aussi dans l'amour et dans ce sentiment amoureux, que les jeux de l'amour et du hasard vont reprendre, mais que Jacques Rivette nous apprend que pour guérir, pour sortir du sic-amour, il faut comprendre aussi la nature circulaire de ce jeu, que tout nouvel amour se réinscrit à partir de nos amours perdus. Est-ce à dire que l'amour libre est une illusion, qu'il faut complètement déconstruire cette ancienne répartition des rôles pour que ça marche et qu'on n'a jamais vraiment réussi ? En fait, je pense que si on avait réussi, le monde aurait une autre gueule. Donc, c'est ce qui est passionnant avec les films de Rivette, c'est que l'inscription historique politique est totalement en synchrone avec la vision métaphysique ou la vision spirituelle. Et l'amour par terre, à ce niveau-là, est vraiment exemplaire. C'est-à-dire qu'on peut voir dans tous les films de Rivette, du reste, à chaque fois, combien la date du film et à prendre en compte, parce que de toute façon il y a des scènes qui résument, on va dire, les événements précédents, les événements politiques. Et dans L'amour par terre, c'est le cas, puisque le personnage de Géraldine Chaplin, elle a traversé tous les mouvements de la jeunesse. Et dans une scène où elle est face au personnage d'André Dussolier, elle lui récapitule comment elle les a vécus. Et en fait, elle les a vécus toujours en même temps comme une victime, parce que comme une victime de sa maladie d'amour, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle disait, et le dialogue est sublime, mais à chaque fois, elle dit riz complet, parce qu'à chaque fois, elle se punit. Et donc elle termine à chaque fois, alors qu'elle est dans des grands mouvements d'émancipation. Il y a un truc qui bute, il y a une relation, on va dire, perverse qui s'établit. Et la punition, c'est retour au riz complet. Et en 84, oui, on connaît très bien cette date-là au niveau politique en France. Mais je pense que c'est vraiment pas pour rien que soudain, alors que les films de Rivette des années 70 amorçaient un grand mouvement émancipateur dont la figure clé, qui vient de Shakespeare d'ailleurs, c'est la figure des deux copines. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a dans Comme il vous plaira. C'est vraiment très... Je sais pas si Rivette l'a tiré de Shakespeare. Il a tiré tellement de choses de Shakespeare, ça serait pas impossible. Ça, malheureusement, il est plus là pour qu'on le lui demande. Mais la figure des deux copines qui traversent la forêt, quoi, qui traversent la forêt des sentiments, la forêt aussi des événements, et qui, chez Rivette, est vraiment le film clé, c'est Céline et Gilles vont en bateau. On voit vraiment l'alliance des deux copines. Et dans L'amour par terre, elles sont mises en rivalité par un espèce de dramaturge mauvais démiurge qui va jouer en fait avec on va dire la clé de l'amour malade pour nourrir simplement son ambition narcissique. Et on retourne dans des configurations qui sont quasiment des configurations, des configurations libertines ou des configurations type 18e siècle, mais qui vont aussi avec un renoncement au projet émancipateur. Et donc, ce que le film me raconte, c'est, je crois, c'est, mais ne perdez jamais de vue que si vous n'êtes pas dans une optique émancipatrice, pas seulement pour vous, mais pour l'ensemble des hommes et des femmes, ce que vous allez vivre, de toute façon, ce sera toujours un échec. C'est-à-dire qu'il faut que même le projet amoureux doit être inscrit dans un projet politique émancipateur, pour soi-même et pour les autres. Voilà, mais le drame, ce que tous les amoureux rejouent, c'est que ce drame-là les précède, en fait. Absolument. Ils sont en permanence dans cette répétition ou cette reproduction. Cet acte est comme une vieille histoire à nouveau racontée, et sa dernière répétition est irritante. Ça, c'est un extrait du Roi Jean de Shakespeare. L'amour malade avec Paco Thielman. Vous êtes notre invité jusqu'à 12h30. Sic-amour, ou Sycomore, est-ce que ça se chanterait pas aussi ? I got idea, man. You take me for a walk
under the sycamore tree, the dark trees that blow, baby, in the dark trees that blow, and I'll see you, and you'll see me, and I'll see you in the branches that blow, in the breeze. I'll see you in the trees. I'll see Jimmy Scott, Sycamore Trees, avec Paco Mtelman, musique de Twin Peaks. Le sycamore, écrivez-vous, est un justicier de l'amour. Il traverse un temps hors de ses gonds, se rend là où le récit maudit ressurgit en boucle, parce que ce fameux secret oublié, il sera à nouveau montré et perdu cette fois. Cette fois, c'est toujours cette idée de répétition, pas comme Thielman. Où se niche le secret du traumatisme? Est-ce que la fiction peut, seule, nous aider à trouver ce Si on secret? transforme la fiction en yoga, c'est comme ça que j'utilise le terme que j'utilise pour ça. Bon, c'est un terme qu'il faut comprendre pas seulement sous sa forme d'exercice physique, mais comme voie. Et la fiction comme voie, oui, parce que ça, c'est aussi un exercice que je recommande vraiment. C'est si vous lisez une pièce de Shakespeare, mettez les visages des gens que vous connaissez et aimez à la place des personnages. Faites-en votre théâtre intime. Et à ce moment-là, ils parleront. C'est l'idée que ces pièces-là, ces films-là, de Rivette, de Lynch, ça sont faits pour être revus énormément de fois. Plus on les revoit, plus on se rapproche, en fait, de quelque chose qui semble à chaque fois échapper au récit lui-même. C'est comme s'il y avait les portes de sortie sont à l'intérieur du récit, cycliquement, on repasse devant et elles nous échappent. Mais un jour, elles ne nous échapperont pas. Dans l'idée du sycamore, dans l'idée de l'amour malade, ce qui est vraiment spécifique avec cet amour, ce si grand amour si destructeur, c'est que ce qui crée, c'est qu'il crée tellement, on va dire, un appel d'air, qu'en fait, tous les fantômes ressurgissent. Pas seulement les fantômes du passé des amoureux, ça bien sûr, quand on a une nouvelle relation d'amour et qu'elle est très grande, en fait très vite elle est parasitée par les histoires passées. Et ça c'est quelque chose que, on va dire, nos générations connaissent encore mieux que les générations précédentes. Parce que dans les générations précédentes, il y avait quand même, on va dire, il y avait un amour fixé. C'était très difficile de divorcer. Donc il y avait de toute façon un amour fixé qui aurait été le mariage, et à côté, l'amour d'à côté qui était plus ou moins voué à de toute manière échouer ou devoir être vécu en second et tout ça. À partir du moment où le mariage n'est plus la condition sine qua non, ou l'enfantement, ou je ne sais quoi, de l'amour. Alors l'amour devient quelque chose qui ne vit que pour lui-même. Et vivant que pour lui-même, il appelle quasiment à chaque nouveau couple d'amoureux, tous les amoureux du passé qui n'ont pas réussi leur histoire d'amour s'invitent. Et non seulement ceux du passé de la personne, non seulement ceux des familles anciennes, etc. Ça, la psychanalyse est plus à même probablement que moi de pouvoir en juger, mais aussi les figures mythologiques, les dieux, les personnages de fiction. Parce que quand on tombe amoureux, à travers l'amour qu'on éprouve pour quelqu'un, il y a aussi toutes les fictions que elle ou moi, on a traversé, qui se réinvitent. Et les fictions d'amour malade. Et donc, le poids si lourd du sycamoureux, c'est qu'il doit résoudre non seulement son problème, mais le problème de tous ceux qui l'ont précédé depuis Adam et Ève. Et c'est comme si la tâche est trop lourde, la tâche est trop grande, mais c'est comme si on s'y approchait à chaque fois un tout petit peu. Et c'est si peu de choses, qu'on arriverait à ouvrir la porte qui nous permettrait de sortir de la malédiction. Et pour s'alléger, s'en libérer un peu, vous dites que le seul moyen de ne plus souffrir, c'est peut-être de le célébrer l'amour impossible pour essayer de s'en libérer. Ce livre, cet essai personnel, pas comme Thielman, Sycomore, Sycamour, qui paraît aux presses universitaires de France, vous l'avez écrit en replongeant dans votre propre expérience, en remettant vos propres visages sur les mots ou les figures d'un Shakespeare, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres figures et références
littéraires, musicales, cinématographiques qui rejaillissent dans cette autobiographie amoureuse à travers l'exégèse des œuvres des autres. Vous avez fait des allers-retours dans votre propre sujet. Est-ce que vous vous êtes trouvé, vous, au milieu de tout ça? Je me suis métamorphosé. Alors, est-ce que c'est se trouver? Peut-être. Enfin, j'ai trouvé un devenir. Oui, je l'ai fait, évidemment, pour me sortir d'un péril immense. Ça, je le cache pas. Est-ce que vous avez trouvé l'amour heureux? Disons que j'ai trouvé des amours pas malheureux. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Le terme que j'emploie pour le définir, qui est un peu un terme parodique parce qu'il vient de la Bhagavad Gita et qu'il est peut-être adapté bizarrement à la pensée occidentale, c'est l'amour sans regard pour son fruit. C'est-à-dire aimer sans rien attendre, sans rien demander, sans rien vouloir de l'avenir. Aimer juste pour aimer, et surtout en expliquant aux fantômes qui viendraient s'y inviter qu'ils sont bienvenus mais pas pour longtemps. Genre passer une nuit mais pas plus. Chaque douleur n'est plus que le rideau de ténèbres qui se lève sur la vitalité éblouissante du lendemain. Alors, chaque chagrin n'est que la nuit qui précède la lumière de l'aube. Le bonheur est un twist. Vous terminez sur ces mots et vous nous apprenez aussi que l'échec amoureux, au fond, c'est peut-être pas si grave parce qu'il y aura toujours un lendemain.